Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Près de 2,5 millions de Libériens étaient aux urnes hier mardi pour le second tour de l'élection présidentielle. Après 10 heures de vote, les bureaux ont fermé pour laisser place aux opérations de dépouillement, une étape très importante dans ce processus électoral et qui va permettre d'identifier le choix du peuple entre Georges Weah, candidat à sa propre succession, et Joseph Boakai, ancien vice-président et chef de l'opposition. Les détails dans ce journal. Au Bénin, nous parlerons de la rentrée académique 2023-2024 à l'université d'Abomey-Calavi, une reprise officielle des travaux qui met en exergue l'ambition des autorités rectorales d'arriver l'offre de formation aux réalités du monde moderne, ce qui justifie d'ailleurs le thème de cette rentrée académique intitulé « Matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin ». Un autre sujet à développer dans ce journal, la vulgarisation du rapport d'activité 2022 et le lancement de la saisine en ligne du médiateur de la République du Bénin. Cette activité s'est déroulée à Cotonou en présence des autorités ministérielles et de la représentante de la coopération suisse au Bénin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité au Libéria. Après 10 heures accordées aux électeurs pour opérer leur choix entre les deux candidats dans la course pour le compte du second tour de l'élection présidentielle, les bureaux de vote ont fermé pour faire place aux opérations de dépouillement. Une phase très importante dans ce processus électoral, le dépouillement a été fait devant le public. Les observateurs de la CEDEAO ont également suivi cette phase. Globalement, tout semble s'être bien passé selon le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, que je vous invite à suivre au micro de Idrissou Boukari. In general, everything seems to have worked very well, and there has not been any major incidents that we are aware of. And our hope and prayer is that what we have seen here is also what has transpired in all the other polling stations. In which case, then definitely we would say that the elections have been free, fair, and peaceful. And obviously, that conclusion would be made after we have received all the reports from all our observers deployed in all the 15 counties. And we will issue a statement, preliminary statement, appropriately on Thursday, where we can be more detailed in terms of what our impressions of these elections are. We will still use this opportunity to continue to urge all Liberians to remain calm, to remain peaceful, and in particular to appeal to all the parties and the candidates to resist the temptation of announcing the results, because by law, only the NEC has the power to announce results. And any effort to preempt the results, final tabulation and announcement is capable of generating tension, and this has to be avoided. And between now and the formal announcement of the results, really is a period where the candidates need to show leadership by urging all their supporters to be calm and to be respectful of all the legal provisions under which these elections have been conducted. Et justement, pour en savoir plus sur la situation qui prévaut actuellement, nous allons recevoir en direct du Libéria notre envoyé spécial. Bonsoir Idrissou Boukari. Bonsoir Idrissou Boukari. Si vous nous recevez, répondez. Idrissou Boukari, notre envoyé spécial au Libéria.
Visiblement, Idriss Boukari n'est pas encore en ligne. Nous le recevrons dans quelques instants. Il faut d'abord préciser qu'avant l'ouverture des bureaux de vote au Libéria, c'est-à-dire la veille du scrutin, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a été reçue le lundi 13 novembre 2023 par les 2 candidats retenus pour le second tour. La délégation conduite par le chef de la mission, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, a eu des échanges avec George Weah et Joseph Boakai. Il était question de voir comment il prépare cette échéance et aussi réaffirmer le soutien de la CEDEAO pour accompagner le Libéria afin que ces élections se déroulent dans la paix et la concorde. C'est le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO qui a fait le point à la presse. Nous allons suivre. Comme d'habitude, c'était le tour des 2 candidats pour cette élection. Alors c'est beaucoup plus serré et il y a beaucoup de tensions dans l'air. Alors tout ce qu'on leur a dit, c'est de calmer l'atmosphère et de faire en sorte que leurs militants ne se prononcent pas avant, n'est-ce pas, la proclamation des résultats par les organes officiels de ces pays, et qu'on a remarqué aussi qu'il y a eu, n'est-ce pas, quelques les éléments de violence à l'OFA et autres endroits dans le pays. Alors on leur a dit d'impressionner sur leurs militants, de se calmer et d'attendre les résultats. Et nous, on est là pour les accompagner. Ils ont accepté en principe, mais toujours, ils sont en train de dire que c'est l'autre qui fait ceci, c'est l'autre qui fait cela. Et on comprend. C'est là la politique dans notre sous-région, mais en tout cas, on a pu passer notre message à eux. Et jusque-là, on a constaté que tout est beaucoup plus calme que l'autre fois quand on a eu le premier tour, Alors, on espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Et justement, pour en savoir plus sur la situation qui prévaut actuellement au Libéria, nous allons recevoir notre envoyé spécial dans ce pays. Bonsoir Idriss Boukari, j'espère que vous nous recevez maintenant. Bonsoir, M. Gaba, je vous reçois 5 sur 5. Eh bien, le vote s'est déroulé hier dans une ambiance relativement calme selon les images que vous nous avez envoyées. Nous venons de suivre le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui s'est également prononcé sur le dépouillement. D'hier à aujourd'hui, ça fait déjà 24 heures. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement au Libéria? Eh bien, après les opérations de dépouillement qui ont pris fin hier, mardi vers 22h01, local dans la plupart, le bureau de vote ce matin, les partisans de l'opposant Joseph Boakai ont pris d'assaut quelques rues de la capitale pour exprimer leur joie. Ils réclament ainsi la victoire du second tour de cette élection, une situation qui a fait monter la tension qui planait déjà sur le pays depuis le début de ce processus électoral. C'est vrai que ce n'est pas un fait inédit au lendemain d'une élection, mais la particularité ici, M. Daba, c'est qu'il s'agit du Libéria, un pays qui a connu la guerre civile pendant 15 ans. Une réalité qui préoccupe les différents acteurs, puisque en cas de crise post-électorale, les vieux démons pourraient encore refaire surface, ce qui pourrait mettre en cause le climat politique relativement apaisé, observé jusqu'à maintenant. Oui. Il faut dire qu'à part la CEDEAO, plusieurs missions internationales sont sur place pour suivre ces élections. Et quelle est de façon générale leur lecture de la situation que vous nous présentez actuellement? Effectivement, il y a eu diverses réactions d'apaisement quand les informations sont parvenues aux quartiers généraux des différentes missions internationales. La CEDEAO, pour sa part, a sorti un communiqué signé de son chef de mission et du commissaire aux affaires politiques, à paix et sécurité que vous venez de suivre. Donc, dans l'élément qui précède mon intervention, le communiqué qui félicite le peuple libérien pour avoir à voter dans le calme et la discipline qui, mardi, invite par la même occasion les candidats, les partis politiques et les militants à faire preuve de patriotisme en s'abstenant de s'auto-octroyer la victoire avant même la décision de la Commission électorale nationale qui s'affaire déjà
à la compilation des résultats qui lui sont transmis par ses équipes déployées dans les bureaux de vote. Juste après la publication de ce communiqué, une délégation de la mission de la CEDEAO avec à ses côtés l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est rendu au domicile de George Weah, président sortant et candidat à sa propre succession. Les émissaires de l'organisation sous-régionale sont allés lui demander de prendre des dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité des citoyens, mais aussi à appeler ses soutiens à garder le calme jusqu'à la proclamation des résultats par la commission électorale. La même démarche, faut-il le rappeler, a été faite à l'endroit de Joseph Boakai, principal opposant et adversaire de George Weah, pour ce second tour de l'élection présidentielle. Et nous espérons bien, Eloche Daba, que les engagements pris par chacun de ces candidats soient respectés pour la paix dans le pays. Oui. Idriss Boukari, déjà 24 heures après le vote, certainement que les chiffres vont dans tous les sens. Est-ce que déjà on sent une certaine démarcation entre le président sortant, George Weah, et son challenger, Joseph Boakai? Quand est-ce que les résultats seront connus? Alors, au fur et à mesure que le temps avance, ce second tour de la présidentielle nous dévoile son visage sur le site de la commission électorale. Les chiffres sont publiés en fonction du niveau de traitement de données. En attendant de revisiter la version actualisée jusqu'à 18h d'ici, nous étions à 22,33% de compilation, ce qui donnait une avance pour l'opposant Joseph Boakai avec 50,11% et 49,29% pour le président George Weah. Je rappelle, là-bas, qu'il s'agit donc de 22,33% de compilation. Les travaux sont en train donc d'être poursuivis et dans tous les cas, ce soir ou plus tard, demain, les résultats provisoires seront connus. Plus en suivant sans doute le traitement des recours et la proclamation des résultats définitifs. Nous suivrons dans tous les cas cette actualité pour vous dans le moindre détail de Chidaba. Merci à vous pour ces précisions. Certainement que nous allons suivre encore cette actualité pour donner les résultats comme cela se doit. Merci à vous, Idriss Boukari, pour ces précisions. Merci, mon cher. Au Bénin, la rentrée académique 2023-2024 a démarré ce matin de façon solennelle à l'université d'Abomey-Calavi. Une reprise officielle des travaux qui met en exergue l'ambition des autorités rectorales d'arrimer l'offre de formation aux réalités du monde moderne. Le top a été donné par le recteur de l'UAC autour du thème « Matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin ». Wahab Alikbara pour plus de précisions. C'est à nouveau la sérénité ici à l'université d'Abomey-Calavi pour le compte de cette rentrée académique 2023-2024. La communauté universitaire inscrit cette activité dans le cadre de l'engagement dans la formation des élites de la nation que l'institution a pris. Le rendez-vous souligne la nécessité au monde universitaire de poursuivre les efforts de recherche et de maintenir le cap de la créativité et de l'innovation au service du développement. L'université d'Abomey-Calavi considère cette manifestation qui nous réunit tous les ans comme une occasion pour mieux se faire connaître des milieux non universitaires afin de densifier son réseau de partenariats et de renforcer ainsi les opportunités d'insertion professionnelle au profit de ces apprenants en cours ou en fin de formation. La rentrée académique solennelle de l'année 2023-2024 intervient dans un contexte où tous les universitaires sont interpellés en leur capacité ou non à apporter des réponses concrètes aux défis de développement auxquels sont confrontés aussi bien les autorités politiques que les humbles citoyens. En me dégageant de toute intention de banaliser ces interpellations, j'aimerais rassurer l'opinion nationale et internationale que l'université d'Abomey-Calavi ne faillira pas à sa mission première, celle de panthéon dynamique d'élaboration et de division du savoir, à charge au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires à l'application concrète à grande échelle de ces savoirs fondamentaux, finement mis au point dans nos unités de recherche et laboratoires. L'approche disciplinaire de la formation et de la recherche au niveau du supérieur cette année laisse découvrir les enjeux du développement sur lesquels l'université d'Abomey-Calavi souhaite se pencher. C'est d'ailleurs là tout le bien fondé du thème central, matériaux composites au service du développement
des infrastructures au Bénin. Si dans cette logique et pour le compte de cette année 2023-2024, nous avons choisi de mettre l'accent sur les matériaux composites, c'est que l'université d'Abomey-Calavi a jugé utile de rappeler à notre conscience collective et d'y inscrire durablement l'idée que l'utilisation responsable des ressources naturelles et des savoirs locaux est une solution fiable et durable pour un développement viable. Notre pays et l'Afrique en tireraient des bénéfices inestimables pour le mieux-être des communautés si, tant par les choix individuels que par des décisions de politique publique, nous nous mobilisons autour de cette évidence. Cela devient d'ailleurs une urgence quasi vitale face aux crises répétées qui secouent nos communautés nationales ou régionales, que ces crises soient politiques, sanitaires, économiques, climatiques, etc., etc. La thématique inaugurale a été développée en conférence par le professeur Mohamed Djibi Gaye. Il faut dire que le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a été précédé dans sa prise de parole par le représentant des organisations estudiantines et le représentant des syndicats du personnel des enseignants. Chacun a laissé transparaître son cri de cœur à sa manière, synonyme de doléances et même de revendications. Le professeur Félicien Ablessi n'est pas resté sourd à la série d'exigences de ses apprenants ni de ses collègues enseignants. Il dit avoir pris la mesure de la situation et que son équipe se dévoue au mieux pour appeler les solutions idoines aux questions précises. Ouverture ce mardi de la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2023. Il s'agit pour les parties prenantes d'analyser les différents progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants. Plusieurs autres sujets sont prévus pour meubler ces 3 jours de travaux qui seront sanctionnés par de fermes décisions pouvant contribuer à l'éradication du travail des enfants en République du Bénin. Reportage. Où en est le Bénin dans sa lutte contre le travail des enfants à 2 ans de l'échéance qu'il s'est fixée avec la communauté internationale pour éradiquer le phénomène? La question fait l'objet d'examen à cette première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2023. Il est question pour ces acteurs de passer au peigne fin les différents progrès réalisés en la matière afin de se projeter dans l'avenir. En préparant ce mot, nous nous sommes interrogés sur les initiatives prises et qui sont en faveur de la protection des enfants. Notre réflexion nous amène à faire quelques suggestions à votre autorité pour plus de visibilité de l'apport de tout un chacun. Nous suggérons à l'avenir qu'à l'occasion des sessions, l'on invite un acteur, entreprise, ONG, ministère ou autre, à partager avec nous leurs bonnes pratiques en la matière, à témoigner de leurs initiatives et à être, dans leur milieu professionnel, des porte-flambeaux de nos efforts collectifs. Cette première session a mobilisé autour du comité directeur national tous les acteurs à divers niveaux impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Sont inscrits à l'ordre du jour 6 points à explorer. Il s'agit de la présentation et l'adoption du rapport de la session au titre de l'année 2022. La présentation des résultats de l'étude sur le travail des enfants dans les mines et carrières en République du Bénin, avec la présentation du bilan de la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Vu le caractère encourageant des résultats obtenus en matière de la lutte contre le travail des enfants au cours des 10 dernières années, le taux de prévalence nationale étant passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, selon les résultats de l'enquête mixte de 2022, le Bénin nourrit l'espoir de se faire compter parmi les nations qui gagneront le pari de 2025. Je me dois de vous féliciter pour les efforts inlassables fournis par vos diverses structures et qui ont conduit à ces résultats encourageants. Cependant, il me plaît de vous rappeler que nous nous situons à 24 mois seulement de l'échéance fatidique de 2025. Vu l'urgence et l'ampleur des actions à entreprendre pour relever ce défi, il est nécessaire de changer dès maintenant de paradigme dans la stratégie de lutte pour venir à bout des dernières poches de résistance. Et pour y arriver, il est attendu de ces assises des propositions d'action idoines
pour mieux faire face aux difficultés qui entravent la lutte contre le travail des enfants au Bénin. Hier mardi 14 novembre, c'est un jour spécial pour les transporteurs au Bénin. L'une de leurs grandes doléances est aujourd'hui réalité. L'Agence nationale des transports terrestres lance officiellement le système électronique de gestion de fret routier au Bénin, SIG-FR. C'est une plateforme qui va certainement améliorer la qualité de gestion des fret en République du Bénin. La cérémonie de lancement de la plateforme digitale s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Reportage. Le système électronique de gestion de fret routier est désormais une réalité en République du Bénin. C'est l'un des fruits de la révolution structurelle amorcée par l'Agence nationale des transports terrestres. Cette plateforme digitale est la réponse à l'une des grandes préoccupations du gouvernement, à savoir comment gérer de façon efficiente et efficace le fret routier. Le gouvernement s'était donné comme objectif de voir 90% des transporteurs professionnels du Bénin inscrits au registre numérique pour bénéficier des avantages liés à la formalisation. Ainsi, cet objectif, je voudrais vous rassurer qu'il a été atteint avant le lancement de cet outil grâce à la conduite de changement, aux formations des transporteurs, des autres acteurs et des points focaux de la NAD pendant la période d'avril 2023 à novembre 2023. Financée par la coopération belge à travers l'appui technique de Enabel, la plateforme digitale SIG-FR est prévue pour être évolutive et en interopérabilité avec les systèmes d'information nationaux et internationaux en lien avec les bonnes pratiques. C'est une réforme qui accompagne le programme de modernisation du port autonome de Cotonou. La présente solution digitale que la Belgique a déjà financée à hauteur de 442 000 €, soit environ 290 millions de francs CFA ou 290 millions de francs CFA, comme on dit en Belgique, révolutionnera, je l'espère, l'organisation de l'acheminement des marchandises débarquées au port de Cotonou pour les importateurs, clients, et contribuera in fine à l'amélioration de la compétitivité du port. À peine le SIG-FR lancé, plusieurs acteurs ont officiellement reçu leur autorisation de transport. Certains ont même déjà enregistré près d'une centaine de camions. La preuve que cette plateforme digitale était tant attendue par les transporteurs. L'avènement de la plateforme SIG-FR dont nous inaugurons ce jour, mardi 14 novembre 2023, le premier module relatif à l'offre de transport est pour nous la bienvenue, parce que la plateforme permettra aux camarades transporteurs de se formaliser pour avoir leur autorisation et pour s'inscrire au registre numérique des transporteurs routiers du Bénin. Le directeur des transports terrestres et aériens, représentant le ministre de tutelle pour la circonstance, apprécie et loue l'effort conjugué de l'ANAT et de la coopération belge. Il annonce également la tenue d'une table ronde avec les transporteurs dans les prochains jours. Pour les transporteurs, la mise en service du système électronique de gestion de fret routier en République du Bénin, SIG-FR, est la concrétisation d'un rêve longtemps attendu. Ils s'en réjouissent, mais ils insistent sur certains facteurs qui peuvent davantage contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons recueilli pour vous les propos de quelques ténors parmi eux. Nous allons suivre. Bon, chez moi, j'ai mon informaticien qui est là, parce que j'ai un département pour cela, et l'informaticien avec moi. Il enregistre et dans moins de 48 heures, nous sommes satisfaits. Au premier temps, dans moins de 48 heures, on reçoit une demande de la carte de transport et dans 48 heures, nous recevons directement la carte de transport sans se déplacer. Bon, ce qui est déjà fait aujourd'hui, comme on attend déjà le nom de SIG-FR, ça veut dire qu'à nos adhérents, nous aussi, on va compter par les dire qu'il y a un nouveau site qui est déjà disponible à la NAT. Donc vous pouvez vous enregistrer pour être formel vis-à-vis de l'État, pour pouvoir accompagner l'État dans ses fonctions de travail. Parce que dans le transport aujourd'hui, l'informel dépasse formel. Et ça fait qu'aujourd'hui le rançon est devant, personne ne veut pas faire de sérieux dedans. Et puis, si on veut faire de sérieux, il n'y a pas un autre métier qui peut faire avancer le pays mieux que le transport. Le transport, c'est un bon métier qui peut faire avancer le pays. Le transport étant déjà un vecteur de développement, le gouvernement a vu juste en nous dotant de cet outil
vous savez, le début de toute chose est difficile. Il y a du travail à faire pour que l'outil devienne encore plus performant. Le travail à faire, c'est réellement impliquer tous les acteurs, transporteurs, donneurs d'ordre et des cadres de l'administration de bonne foi pour que cet outil nous serve réellement. Voilà. Donc vous avez vu déjà que au lancement, à la présentation, vous avez vu la remise des autorisations de transport. Cela veut dire, il y a quelques années, ou bien quelques mois passés, c'est des paperases, c'est des va-et-vient qu'il fallait faire pour avoir son autorisation de transport. Aujourd'hui, ces tracasseries sont en train d'être conjuguées au passé. Et le seul grand souci, vous savez, le monde du transport, c'est un tout. Donc il y a des transporteurs lettrés, il y en a des demi-lettrés, il y en a même qui ne sont pas allés à l'école. Donc pour informer l'outil, la plateforme, cela risque d'être un peu difficile pour les transporteurs qui ne savent pas manipuler le portable ni l'ordinateur. Mais je pense bien, comme je l'ai dit tantôt, le début de toute chose est difficile. Avec le temps, même celui qui n'est pas allé à l'école pourra s'adapter pour jouir réellement du bienfait de cet outil. Je l'annonçais en début d'édition, le médiateur de la République du Bénin a procédé ce mardi à la vulgarisation du rapport d'activité 2022 et au lancement de la saisine en ligne. Cette activité s'est déroulée à Cotonou en présence des autorités ministérielles et de la représentante de la coopération suisse au Bénin. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie avec Candide Rouhinto. Il était déjà disponible, le rapport d'activité 2022 du médiateur de la République, depuis bien longtemps. Mais sa vulgarisation a attendu un peu de temps. Ceci en raison de la vision du médiateur de la République qui a voulu faire d'une pierre deux coups. Nous avons attendu cette occasion pour lancer en même temps que le deuxième produit qui est la plateforme de saisine en ligne du médiateur de la République par les usagers. L'assistance a eu droit dans un premier temps à la présentation du rapport d'activité 2022 de l'institution dont le contenu a été subdivisé en 4 différentes parties. Il s'agit notamment des grands faits et événements dans la vie de l'institution, du bilan du traitement des recours, les moyens d'action et les relations extérieures, mais aussi des recommandations. Notre volume d'activité en 2022 est en progression par rapport à celui de l'année d'avant. Grâce au sursaut collectif de tous les hommes et femmes de notre institution, de sortir des tiroirs tous les dossiers et les traiter avec diligence. Cette performance a été rendue possible grâce au soutien permanent des responsables des structures, des ministères et des administrations déconcentrées qui réagissent à nos demandes d'intervention. À la suite de la présentation du rapport d'activité 2022, s'en est suivie celle de la plateforme de la saisine en ligne du médiateur qui viendra alléger les peines des citoyens qui n'auront désormais plus besoin de se rendre nécessairement au siège de l'institution ou d'être forcément au pays pour procéder à la saisine du médiateur. Une initiative que la coopération suisse au Bénin, partenaire de l'institution, apprécie à sa juste valeur. Convaincu de la justesse de cette activité, la coopération suisse a volontiers accepté d'appuyer le médiateur de la République dans ses efforts de médiation de proximité. C'est dans cette même dynamique que nous avons accepté également d'accompagner l'institution dans son initiative visant à offrir désormais aux populations du Bénin et même au-delà la possibilité de saisir en ligne via Internet. Je déclare lancée la campagne de vulgarisation du rapport d'activité 2022 de l'institution et la saisine en ligne du médiateur de la République. Voilà ainsi lancée la vulgarisation du rapport d'activité 2022 et la plateforme de la saisine en ligne. En attendant la vulgarisation du rapport d'activité 2023 prévu pour bientôt, le médiateur de la République rassure les requérants du fait que les recours seront désormais plus aisés pour eux, peu importe où ils se trouvent, ceci notamment à travers la plateforme de saisine en ligne qui a été officiellement lancée.
L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP innove en instituant des unités communales d'identification dans les communes à travers les différents arrondissements. Objectif, rapprocher les services des usagers. Lundi à Alada, les agents devant assurer celle de la commune d'Abomey-Calavi ont été installés. Clément Tchadé pour plus de précisions. Dans sa quête permanente d'être plus proche des populations et usagers clients, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP installe ses unités dans les arrondissements d'Abomey-Calavi. Avant le démarrage des activités, la direction générale de l'institution procède à l'installation des agents formés pour la circonstance et qui auront la charge d'enrôler les populations de la cité d'Octoire, Abomey-Calavi. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui de savoir que tout à l'heure, tous les autres arrondissements seront pourvus d'unités communales d'identification des personnes. Je saisis cette opportunité pour remercier le gouvernement qui a vu juste avoir pris cette initiative qui aujourd'hui permet aux citoyens d'avoir facilement les différents actes. Je suis particulièrement heureux de constater qu'après les villes à statut particulier de Parakou et de Porto-Novo, tous les arrondissements d'Abomey-Calavi entrent dans la plénitude de leurs prérogatives pour le bonheur des populations en matière d'identification des personnes. Désormais, elles peuvent bénéficier de tous les services d'identification sans parcourir de longues distances. Cette innovation de l'ANIP répond aux besoins des citoyens de la ville d'Abomey-Calavi qui attendaient cette opportunité, ont précisé les autorités préfectorales pour qui cette déconcentration vient à point nommé. Une avancée notable que l'ANIP entend implémenter dans les autres collectivités locales. Et nous allons poursuivre davantage certainement dans les tout prochains jours au niveau d'autres communes à l'intérieur du pays pour que la population puisse davantage être satisfaite des prestations offertes par l'ANIP. Et de même, nous mettrons en ligne beaucoup plus facilement des applications pour permettre à la population qui ne peut pas se déplacer facilement d'obtenir les différentes pièces de l'ANIP en ligne également. Les plaintes des populations béninoises en général et de celles des communes à forte densité comme Abomey-Calavi en particulier induisent la nécessité d'étendre nos services à la base afin de mieux les éclairer et de mieux les servir. C'est pourquoi, en installant ce jour les membres des unités communales d'identification des personnes, j'ai la conviction que les questions d'identification seront mieux adressées et convenablement prises en charge par les UCIP d'Abomey-Calavi. Les unités communales pour l'identification des personnes dans les 9 arrondissements de la municipalité d'Abomey-Calavi sont désormais opérationnelles. Ainsi, les populations peuvent bénéficier de toutes les prestations de l'Agence nationale d'identification des personnes. La filière volaille au Bénin était au centre des discussions des membres du conseil départemental de suivi du secteur agricole du Mono. C'était à la faveur de leur 3e session ordinaire au titre de cette année 2023. Session tenue la semaine écoulée dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Retour ici sur les temps forts de la session avec Narcisse Alossé. Le conseil départemental de suivi du secteur agricole du Mono est un creuset qui permet à chacun des acteurs de donner son point de vue sur ce qui se passe dans ce secteur et de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui ne va pas. Et à cette 3e session ordinaire de l'année, la filière volaille au Bénin a été au centre des discussions avec une communication sur le niveau de développement et les perspectives. Nous avons pu voir à travers cette présentation que nous avons besoin d'acteurs, de nouveaux acteurs, notamment d'orienter nos jeunes, nos femmes qui sont à la recherche d'emploi, de les habiliter à rentrer dans ce secteur parce que le déficit à combler quand nous allons rentrer dans l'effectivité des restrictions de l'importation pour booster la production interne, les déficits sont énormes. Et donc, pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités, c'est une invite à jeter un coup d'œil sur
cette filière qui est la production de volailles. Une filière qui, au dire des communicateurs, offre beaucoup d'opportunités aux populations. L'exposé lui a été fait sous les yeux d'une invitée de marque venue du secrétariat technique permanent du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole. C'était une très belle présentation avec des propositions d'action, des initiatives, des perspectives. Donc ces différents éléments, je le partagerai afin qu'on puisse nourrir davantage les décisions qui seront prises au niveau national et l'orientation à donner à cette filière-là pour vraiment soulager la population, les producteurs d'ici fin 2024 en ce qui concerne l'importation. Il a été aussi question au cours de cette session du point d'exécution du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants dans le département du Mono. Ce point n'est pas réluisant, mais les facteurs ne dépendent pas forcément de l'unité de gestion. Nous avons pu prendre des engagements pour régler tout ce qui est à notre niveau, au niveau de la tutelle, pour que tout ce qui dépend des actions amenées par les administrations communales soit vraiment fait avec diligence, pour que très rapidement nous puissions connaître un niveau de performance relevé au niveau du département. Un projet conçu pour promouvoir une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Bien d'autres sujets, notamment le point sur la mise en œuvre des recommandations des comités communaux de suivi du secteur de l'agriculture et le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Parlons à présent de la session 2023 du cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales de communes. Les divers acteurs concernés se sont retrouvés à Boïcon pour 2 jours d'échange. La rencontre va aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la conduite des plaidoyers par l'ANCB en vue d'améliorer la capacité des acteurs communaux à bien porter les réformes dans le secteur de la décentralisation, ceci afin que les villes puissent réellement se développer. Les détails avec Imet Elena Mousso. Les assises se tiennent au lendemain du premier anniversaire de l'implémentation de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Elles ont réuni à Boïcon des autorités communales, des cadres des mairies, des représentants de la société civile et autres. Le cadre de concertation ANCB, les associations régionales et départementales, a toujours été l'occasion d'échanger autour des difficultés des communes en vue d'identifier les sujets de plaidoyer à engager pour contribuer plus efficacement au développement des villes. Les présentes assises nous permettent d'opiner sur l'état actuel de la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation et de définir les démarches et argumentaires par lesquels nous pourrions, en tant qu'acteurs de premier plan, contribuer à corriger les imperfections décelées et à consolider la mise en œuvre des tests dans le sens de l'atteinte optimale des résultats visés par la réforme. Il s'agit pour nous de partie des diagnostics faits par les organisations d'intercommunalité et des structures d'appui de la décentralisation pour jeter les bases des plaidoyers nécessaires afin de contribuer à des améliorations qualitatives et quantitatives pour la mise en œuvre des réformes. La rencontre de ce matin s'inscrit en droite ligne donc, de cette préoccupation et pour faire en sorte que les préoccupations recensées au niveau des communes puissent être portées par l'ANCB et influencer les politiques qui sont actuellement mises en œuvre. Donc je voudrais encore une fois vous remercier de nous avoir impliqués dans cette réflexion et nous attendons vraiment avec beaucoup d'intérêt les conclusions qui seront sorties de cette rencontre. Avec pour thème échange sur les préoccupations du développement des acteurs communaux en vue des plaidoyers à organiser, la session va aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la conduite des plaidoyers par l'ANCB. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état actuel de la gouvernance au sein des communes? Quels sont les exemples de dysfonctionnement que nous notons? Et quelles sont les propositions de solutions et de pistes pour pouvoir améliorer la situation à l'avenir? Depuis le 20 décembre 2021, notre pays a entamé une nouvelle étape dans son processus de décentralisation. S'il est vrai que grâce à la mobilisation des uns et des autres, plusieurs préoccupations des acteurs communaux en lien avec la mise en œuvre de la réforme ont pu trouver des réponses, il n'en demeure pas moins vrai que des difficultés persistent toujours. La présente session nous permettra de formuler des recommandations
pour la conduite des plaidoyers. Organisé avec l'appui technique et financier de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, la rencontre a duré 2 jours. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.